d'un couple qui, il y a quelques années, a acheté quelques bitcoins, d'ailleurs, pour une somme qui était dérisoire. Le bitcoin valait à l'époque 60 shekels. Ils ont acheté donc 250 bitcoins à 60 shekels, donc ils ont payé 15 000 shekels. Aujourd'hui, ils sont à la tête d'une petite fortune. Voilà, là, la banque a refusé. Elle a dit non, je ne veux pas accepter 2 millions de shekels de bitcoin. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Si je vous dis Bitcoin, eh bien, si vous voulez en acheter, il faudra débourser 178 166 shekels pour en acquérir un seul. Et évidemment, c'est un sujet qui passionne, cette nouvelle crypto-monnaie, donc monnaie complètement, on va dire, dématérialisée, monnaie virtuelle. Et on voudrait savoir aujourd'hui, avec notre invité qui s'appelle Nathanaël Cohen et qui est expert comptable au cabinet Natco Consulting, on voudrait tout simplement savoir si les banques acceptent aujourd'hui les bitcoins. Bonjour Nathanaël. Bonjour Cathy, comment allez-vous? Alors, beaucoup d'argent pour un bitcoin. Ouais, 177 000 shekels ce matin, ça fait pas mal. Ça paraît complètement fou. Alors, apparemment, ce qui fait la cherté de cette monnaie, c'est sa rareté. C'est sa rareté, c'est aussi son anonymat. C'est-à-dire, le bitcoin, contrairement aux autres monnaies qui sont détenues par des banques ou autre chose comme ça, le bitcoin, c'est anonyme. C'est-à-dire, comme vous le savez, on a un portefeuille bitcoin, on a notre mot de passe. Si on perd le mot de passe, personne ne vous rendra votre argent. On a entendu un cas d'ailleurs aux États-Unis il n'y a pas longtemps, une personne qui avait, il me semble, 300 millions de dollars en bitcoin, qui a oublié son mot de passe. Alors, c'est fou parce que ça a commencé, quand ça a été mis sur le marché, à des sommes tout à fait ridicules. C'était quelques shekels, ou même pas, je crois que ça a commencé à des agourottes même. C'est-à-dire une personne, on va prendre le cas ça tombe bien qu'on parle de ça aujourd'hui, parce qu'il y a une décision du tribunal concernant le bitcoin. C'est pour ça qu'on est là, bien sûr. Vous savez que les banques... Jurisprudence. C'est une jurisprudence, c'est une première. Tout le monde évite un peu ce bitcoin, parce que vous savez, les banques aujourd'hui, elles sont obligées, surtout ces dernières années, comme on le voit, de respecter les lois de blanchiment d'argent. Vous savez, il y a des régulations qui sont vraiment très pointueuses pour les banques. Beaucoup de... Voilà. Maintenant, quand une devise comme le bitcoin arrive, ils préfèrent ne pas prendre de risques, on ne sait pas qui c'est qui la détient depuis le départ, on ne peut pas très bien suivre la provenance des fonds, etc. Donc les banques, elles se sont dit, surtout en Israël, on ne reçoit pas de bitcoin. C'est-à-dire une personne peut payer, on va faire la différence bien sûr entre l'imposition du bitcoin et l'intégration des fonds par la banque. Alors la jurisprudence, elle traite de quoi? Du fait qu'on peut payer aujourd'hui la jurisprudence, en fait, c'est le cas d'un couple qui, il y a quelques années, a acheté quelques bitcoins, d'ailleurs, pour une somme qui était dérisoire. Le bitcoin valait à l'époque 60 shekels. Ils ont acheté donc 250 bitcoins à 60 shekels, donc ils ont payé 15 000 shekels pour avoir leurs 250 bitcoins. Aujourd'hui, ils sont à la tête d'une petite fortune. Voilà, aujourd'hui, ça vaut à peu près 45 millions de shekels. Donc de 15 000 shekels, ils ont gagné 45 millions. Et ils avaient besoin d'argent, ils ont voulu vendre quelques bitcoins, les transférer sur leur compte, parce qu'il faut savoir que ça a été géré par une plateforme. Il y a des plateformes aujourd'hui, surtout Bit2C, c'est la plateforme qui gérait ce porte-monnaie-là. C'est des plateformes qui gèrent pour des investisseurs cet argent, et dès que la personne a besoin, elle s'occupe de transférer ça à la banque. D'accord. Maintenant, à partir du moment où on veut transférer à la banque, là, la banque a refusé. Elle a dit non, je ne veux pas accepter 2 millions de shekels de bitcoin. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas c'est quoi. De toute façon, on a décidé, nous, aujourd'hui, de ne pas recevoir d'argent de bitcoin, donc on ne recevra pas d'argent de bitcoin. Sauf que la justice, on a décidé autrement. C'est la banque Mercantile, d'ailleurs. Et c'est la première fois que la justice a obligé la banque d'intégrer ses fonds de bitcoin. D'ailleurs, elle a même donné une amende à la banque pour frais juridiques, etc. Mais a obligé d'intégrer ces fonds, puisqu'elle ne voit pas pourquoi il y aurait un problème de blanchiment d'argent. C'est-à-dire 15 000 shekels, il faut essayer de comprendre. Ils ont payé 15 000 shekels pour ces bitcoins. C'est pas compliqué de prouver la provenance des fonds de 15 000 shekels. C'est clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça vaut 45 millions de shekels, mais 15 000 shekels, c'est prouvable. À partir du moment où une personne peut prouver cet argent-là, il n'y a aucune raison que la banque refuse d'intégrer ses fonds. Mais puisque la banque ne veut pas en fait faire de brèche, c'est-à-dire commencer à intégrer des fonds de Bitcoin, après les gens vont commencer à vous savez, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui détiennent du Bitcoin. Ouais. Mais ça veut dire que maintenant les banques n'ont plus le choix, quoi, a priori avec cette... Aujourd'hui, ça va vraiment poser problème aux banques. Parce que c'est le Yoshev Rosh Haïgoud à Bitcoin, c'est-à-dire le président de la fédération du Bitcoin, il a dit c'est une victoire pour nous, c'est une victoire pour nos investisseurs. Jusqu'aujourd'hui, les gens, ils savaient pas trop
il y a des distributeurs de Bitcoin. Vous savez, les gens, ils retiraient de l'argent dans des distributeurs de Bitcoin. Mais ils ne pouvaient pas vraiment faire des transferts bancaires, des Havarot bankayot normales, comme, vous savez, Alors, ils normalement. faisaient quoi avec ces bitcoins en main? C'était pour faire quoi? Pour retransférer? Eux, ce qu'ils veulent, c'est soit ils les gardent pour, vous savez, ça n'arrête pas de monter, ça s'arrête pas, les gens, ils comme croient un pas. investissement. Mais à chaque fois qu'une personne en a besoin, elle essayait de trouver vraiment des moyens, des fois vraiment très créatifs, comme ça, pour essayer de retirer cet argent. C'est-à-dire, ils le vendaient à une autre personne qui lui donnait l'argent, ou ils allaient dans le distributeur. Ouais, il fallait vraiment, c'était dans un petit cercle. Mais là, apparemment, ça prend de l'ampleur et ça va pouvoir être tout à fait rentré dans nos us et coutumes, quoi. Aujourd'hui, c'est déjà rentré, vous savez. Il y a énormément. Il y a des universités aujourd'hui qui acceptent des paiements en Bitcoin. Il y a on peut acheter des voyages en Bitcoin. Il y a un joueur de football qui a été acheté par du Bitcoin. Alors, mais par contre, il faut quand même comprendre que tout ça aura bien sûr une fin, parce que lorsque cette monnaie a été créée, je crois, en 2009, eh bien, le créateur de la monnaie a limité la quantité de Bitcoin émise, et il y a simplement sur le marché 21 millions d'unités. Voilà, c'est un peu... C'est limité, mais c'est pour ça que le taux peut continuer à monter. Cher. La valeur peut continuer à monter. C'est très important parce qu'on me pose souvent la question au bureau. Le fait que la banque bloque cet argent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'imposition dessus. C'est-à-dire les impôts, eux, ils se cassent... Ils bloquent cet argent jusqu'à aujourd'hui. Parce que maintenant, ils ne pourront plus. Oui. Ils seront obligés de l'accepter. C'est pour ça que c'est important que chaque cas est spécifique. Chaque personne qui pense qu'il peut prouver à la banque la provenance des fonds, qu'il aille prouver. C'est pour ça qu'il faut garder vraiment tous les historiques, s'il y a eu des ventes, des achats, etc. Montrer à la banque qu'il n'y a aucun... la traçabilité. Exactement. C'est exactement. C'est ce que le PSAC dit dans la jurisprudence, ça a été marqué. À partir du moment où on a la traçabilité de ces fonds-là, il n'y a aucune raison qu'une banque refuse. Pas. Bon, alors maintenant, parlons imposition. Est-ce que ces bitcoins sont imposés comme... Alors voilà, c'est ça. Les impôts, ils se cassent pas la tête. Eux, ils n'ont pas besoin d'intégrer des fonds, etc. Eux, ils donnent des impositions sur des monnaies ou sur des actifs financiers. Eux, ils ont considéré déjà l'année dernière que c'est considéré comme un actif financier, un RS. Pas une monnaie, mais pas une un devise. Actif. Parce que normalement, la devise, on a imposé sur le sha'ar khalifin, c'est-à-dire le taux qui change, le taux de change. Dans les actifs, on a imposé à 25%. Comme un revachon, comme une personne qui vend un appartement, par exemple, il impose à 25% sur la plus-value. Donc, là, c'est pareil. Mais quand est-ce qu'on a imposé? Au moment du mimouche, c'est-à-dire à partir du moment où on a vendu ce Bitcoin. Donc, dans le cas de ces personnes, de ce couple-là qui a transféré cet argent, à partir du moment où ils prennent de leur porte-monnaie Bitcoin 2 millions de shekels qui équivaut à... Qui vont déposer sur leur compte. Qui vont déposer sur leur compte, ça équivaut à quelques Bitcoins, c'est 2 millions de shekels, c'est 3 4 Bitcoins. Ils vont déposer sur leur compte. À partir de ce moment-là, ils seront obligés de payer 25% sur la plus-value, mais la plus-value, elle est totale, puisque ça a été acheté à 15 000 et ça vaut 40 millions. Donc ils vont payer 25% sur ces 2 millions de shekels-là. Sur la plus-value ou sur les 2 millions de shekels? Mais la plus-value, c'est 2 millions moins 15 000. Ouais, voilà. Donc les 2 millions, c'est la plus-value, en fait. C'est 2 millions moins 15 000. Donc, en fait, ils vont devoir payer 2 millions de shekels sur cette plus-value-là et déclarer au fisc. Par contre, si les impôts considèrent qu'une personne en fait un commerce, c'est-à-dire à partir du moment où ça devient iski, c'est-à-dire commercial, ils seront obligés de payer 53% d'impôts. C'est-à-dire, il faut faire attention. Une personne qui en fait de ça son activité, c'est-à-dire cette personne, toute la journée, elle vend, elle achète des bitcoins, etc. Là, ça devient iski. Et quand ça devient iski, c'est plus 25%, parce que le 25%, c'est une monnaie qu'on a achetée, qu'on a laissé un peu mourir, qu'on a revendue, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on en fait notre business, là, ça peut monter jusqu'à 53%, donc il faut faire attention. Voilà. Alors, tout à chacun peut acheter du Bitcoin. Bon, maintenant, ça va être un petit peu compliqué, vu un peu cher. Et un peu cher, vu l'argent qu'il faudra débourser pour en acheter seulement un. Mais cela dit, on s'inscrit sur ces plateformes, ou on se branche sur ces plateformes. Il y a énormément, à mon avis, aujourd'hui. Il faut faire attention que ce soit des plateformes, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de problèmes. Soit des plateformes qui ont une petite renommée quand même, qui sont connues. Il faut faire attention. Ça a une sale réputation quand même, le Bitcoin. Oui, parce que, étant donné que c'est anonyme, c'est-à-dire que c'est une monnaie où on ne sait pas qui c'est qui la détient. Donc à partir du moment où il y a quelque chose d'anonyme, tout de suite, il y a la mauvaise réputation derrière. On peut acheter... Les vendeurs de drogue vont préférer avoir de la Bitcoin plutôt que d'avoir une monnaie qui est dans une banque, vous voyez ? Puisque personne ne peut savoir qui le détient. Donc quand il n'y a pas de traçabilité, c'est-à-dire vers la détention de ce Bitcoin-là, ça ouvre les portes tout de suite.
Alors, je comprends très bien. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux? Est-ce que la valeur peut chuter Déjà, on a vu, vous savez, le Bitcoin ne valait rien au début. Après, il est monté à $20 000. Quand il montait à $20 000, c'était à 3 ans à peu près. C'était vraiment le pic. Tout le monde s'attendait à ce que ça allait monter encore plus. Et quelques mois après, il a chuté à 6 000. C'est-à-dire... Alors, comment on explique ces variations? Parce que... Non, mais c'est fou. C'est-à-dire, même une personne qui a investi 15 000 et qui a gagné 45 millions, c'est un peu comme gagner au loto. C'est un coup de chance. Personne ne pouvait prévoir ça. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça peut encore redescendre? Bien sûr. Mais c'est monté à 20 000, c'est tombé à 5 000. C'est remonté à 50 000. Mais ça peut toujours tomber. Mais à mon avis, je ne vais pas donner de prévision boursière. Mais pourquoi ça tombe? Non, mais je vais vous dire pourquoi, à mon avis. À mon avis, plus c'est accepté dans le monde, plus il y a moins de chances que ça chute complètement. C'est-à-dire plus, même PayPal aujourd'hui, permet pour certaines transactions pour des marchands de faire ça avec du Bitcoin. C'est-à-dire quand ça rentre vraiment, ça s'intègre, c'est ancré dans le marché aujourd'hui. Les gens ont un peu moins peur d'une chute fracassante, parce que c'est comme si je vous dis, est-ce que le dollar peut tomber? Le dollar peut tomber, mais il va pas tomber à zéro. Le dollar, il aura toujours une valeur. Le Bitcoin, au début, on avait peur que ça tombe complètement. Mais je pense que c'est vraiment une super décision, pour les investisseurs du Bitcoin. Et c'est pour ça que moi, je pense que chaque personne qui veut et qui n'a pas de problème de pouvoir prouver sa traçabilité, la traçabilité des fonds, qu'il aille à la banque avec tous les justificatifs, qu'il ne passe pas par 36 solutions pour savoir comment récupérer son Bitcoin, qu'il aille à la banque, qu'il donne les justificatifs. Après, il n'y a pas de raison que la banque refuse, surtout quand on a un psagdine comme ça, on a une jurisprudence comme ça. Donc, vaut mieux aller avec ses bitcoins à la banque et les déposer à la banque? Non, les bitcoins, c'est un porte-monnaie. C'est-à-dire, ils sont détenus dans le porte-monnaie, mais on peut faire des transactions du porte-monnaie à la banque. C'est-à-dire, on prend quelques bitcoins et on les transfère en tant qu'argent. On les vend. C'est comme si on vendait une action. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui détient une action, il la vend, il aura l'argent sur son compte en banque. Mais c'est une bonne nouvelle pour eux, en tout cas. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Donc, bravo au créateur de cette monnaie. Est-ce que tu sais comment il s'appelle? Satoshi Nakamoto. Voilà. On ne sait pas si c'est une femme, si c'est un homme, s'ils sont plusieurs. S'il est vivant. On ne sait rien. On connaît juste ce nom-là, voilà, en 2009. Et gardez bien le mot de passe du Bitcoin, parce que si on l'oublie, le mot de passe c'est virtuel. On parle de Bitcoin depuis tout à l'heure, mais c'est les crypto-monnaies aussi. Oui, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie parmi tant d'autres, mais c'est la plus connue, c'est la star. C'est la star. Bon. Voilà. Alors, en tout cas, nous, on était ravis de savoir qu'il y a une jurisprudence qui va permettre à tous les heureux détenteurs de cette crypto-monnaie de pouvoir s'en servir et mettre cet argent, transformer cette crypto-monnaie en argent. Et n'oubliez pas de payer vos impôts. Compte, et on paye les impôts qui vont avec. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Nathanaël. C'était un plaisir de vous avoir. Moi aussi. Bonne journée. Bonne journée. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.